Bonjour, bienvenue à cette deuxième conférence de ce deuxième jour du Salon de la Maison. Je suis Pierre Chevillard, je suis journaliste, je suis rédacteur en chef de PAP et du mensuel Construire sa maison. On va parler justement de maison et de construction. Comment il faut s'y prendre, les différentes étapes, les questions techniques, juridiques, architecturales, le confort, l'énergie, les normes, les réglementations. Alors, c'est un sujet qui est très très vaste, donc on ne pourra pas tout traiter. Avec nos invités, Fabien Cuminal, qui est directeur général de Cofidim, pavillon français Maison Sésame, et Quentin Bourdon, qui travaille, alors pardonnez-moi Quentin, votre fonction, vous travaillez pour les maisons groupe BDL. Voilà, je suis 1-2, ça fonctionne. Bonjour à tous, je suis directeur général aussi du groupe BDL, donc présent sur la marque maison.com ici, et Habitat Concept, résidence Picardin, spécialisé dans la construction. Merci Quentin. Donc on va poser des questions dans un premier temps pour cadrer le débat avec nos invités, puis ensuite dans un deuxième temps, un micro circulera dans la salle. Vous pourrez poser des questions, juste quand vous prenez le micro, gardez vos masques. Puisque comme le micro va changer de main, on vous fera circuler du gel hydroalcoolique. On est dans des circonstances un peu particulières, donc il faut respecter ces règles-là. Et on va rentrer dans le vif du sujet, donc la construction de maisons individuelles. Alors messieurs, je veux faire construire. Je commence par quoi? Et par qui? Et justement, qui va commencer par nous dire par quoi il faut commencer? Fabien. Bien, bonjour à tous. Si vous n'avez pas de terrain, il faut effectivement avoir un terrain et on peut, nous, constructeurs, vous aider à en trouver. Donc ça, c'est le premier sujet. Après, c'est le deuxième sujet, c'est le financement. Et puis après, nous, on vous aidera à trouver la maison de votre rêve. Donc en fait, finalement, le commencement, c'est d'aller voir un professionnel parce que vous avez mis au point tout un système de services qui vont permettre aux particuliers de se lancer. C'est ça l'idée. Oui, les constructeurs ont mis en place tout un système pour effectivement vous aider à trouver le terrain qui vous correspond. C'est un service qui est gratuit, puisque nous vous mettons en relation avec les vendeurs de terrain. Eux nous sollicitent, nous proposent les terrains qui sont à vendre, et on peut, en fonction de votre budget, de vos souhaits, de votre région de prédilection, vous indiquer le vendeur de terrain qui correspond à ce que vous souhaitez. Et Quentin, pour vous, on commence par quoi? C'est le terrain ou il y a des préalables avant le terrain? Moi, je vais forcément rebondir sur ce que dit Fabien. C'est absolument nécessaire dans un projet de construction. On a 3 étapes. La première, c'est bien le terrain. La deuxième, c'est bien le financement. Et seulement après vient le projet de construction à gérer avec le constructeur. Je rebondis là-dessus parce que c'est un sujet super important. Le constructeur n'a aucun intérêt que vous choisissiez un terrain ou un autre. C'est très réglementé. Le terrain, c'est une chose, la construction, c'en est une autre. Sinon, c'est une autre forme de construction qui s'appelle la VFA. Et en l'occurrence, c'est pas notre métier. Nous, aujourd'hui, sur la partie terrain, sur la partie financement, on est là pour faire du conseil. Clairement du conseil pour que votre projet de construction se passe le mieux possible. Mais en fait, c'est ça, vous vendez des maisons, vous vendez pas des terrains, vous facilitez les choses, mais la base, ça reste d'être constructeur. Exactement. Et c'est pour ça que la première étape, c'est le terrain, parce que malgré tout, la maison s'adapte sur le terrain, et bien sûr pas l'inverse. Alors justement, en matière de terrain, quelques conseils. Ce qui est le plus important à voir quand on va choisir un terrain. Il y a un dicton dans la construction qui dit l'emplacement, l'emplacement et l'emplacement. Donc forcément, bien sûr, c'est par rapport à l'endroit où nos clients souhaitent faire construire, par rapport à leur lieu d'activité, par rapport aux enfants, par rapport aux écoles. Il y a plein de sujets qui peuvent rentrer en compte et chaque projet est bien sûr différent. Le constructeur, notre métier, c'est encore une fois d'être dans le conseil et de vous accompagner. De ne pas partir sur un terrain qui va avoir des problèmes en termes de structure, en termes de portance, qui vont engendrer forcément des problématiques un petit peu plus sérieuses pour construire. Alors, tout est faisable, tout a un coût, bien sûr. Donc, on va essayer de vous guider pour faire le meilleur choix possible par rapport, bien sûr, aux attentes qu'ont nos clients, par rapport à ce qu'ils recherchent, et aussi par rapport, d'un point de vue technique. Je vous donne un exemple très simple. Si les clients veulent absolument une toiture plate, parce que c'est ce qu'ils veulent comme maison,
on sait très bien qu'il ne va pas falloir les emmener dans des secteurs qui sont en bâtiment de France, pour ne pas citer un exemple particulier, puisqu'on n'aura tout simplement pas le droit en termes de règlement de faire une maison avec une toiture plate. Donc ça fait partie de notre métier dans le conseil et dans l'accompagnement des clients. Merci. Fabien, vous faites une visite terrain avec les clients ? Oui, pour rebondir sur ce que dit Quentin, c'est que voilà, notre conseil, c'est effectivement ne vous engagez pas définitivement sur un terrain tant que vous n'avez pas rencontré un professionnel de la construction de maisons individuelles. Nous, on va pouvoir s'adapter au terrain et on va vous chiffrer ce que ça va vous coûter. Si vous vous êtes déjà engagé, c'est tant pis pour vous, ça vous coûtera le même prix. Alors que si vous n'êtes pas engagé, vous pouvez encore changer d'avis. Et peut-être on vous dirigera sur d'autres parcelles foncières qui correspondent mieux à votre projet. L'urbanisme, l'adaptation au sol, des frais de raccordement. Vous avez des terrains qui ne sont pas viabilisés et avec des viabilités qui sont très longues et qui sont très onéreuses. Tout ça, nous on le regarde, on l'enquête. Et on se doit, nous, en tant que constructeurs de maisons individuelles, avec un contrat qui est le CCMI, on se doit de tout vous chiffrer. Et ça, on vous encourage de nous rencontrer avant pour que vous puissiez avoir ce devis complet. Après, c'est vous qui décidez. Merci. Donc, alors ça y est, on a un terrain, on l'a vu avec le constructeur. Maintenant, on va créer la maison, créer le projet. Comment on fait ? Alors, encore une fois, j'insiste parce que c'est encore un sujet important. On ne fait pas malheureusement ce qu'on veut. On va forcément être dans l'obligation de s'adapter au terrain, que ce soit en termes d'implantation. Forcément, si on a un terrain qui fait 10 mètres de façade, on ne va pas pouvoir faire une maison qui fait 14. Donc le premier sujet, c'est de s'adapter au terrain. Le deuxième sujet, c'est de s'adapter en termes de règles d'urbanisme. Vous connaissez tout ce qui est PLUI, PLUI. Enfin, c'est concrètement, pour simplifier les choses, c'est un règlement en fonction des communes ou des communautés de communes qui nous dit sur ce terrain-là, on a le droit de faire une maison qui ressemble à ça, qui a tel type de tuiles, qui a tel type d'enduit. Donc tout ça, forcément, c'est des choses que nous, encore une fois, en tant que professionnels, avant de vous engager sur un terrain, on va être en capacité d'analyser, on va être en capacité de chiffrer pour que tout ça rentre dans les cases qui vont bien pour tout le monde et surtout pour le client. Donc, pour répondre à la question, Pierre, en termes d'architecture, à partir du moment où le règlement et l'urbanisme nous permet de faire certaines choses, la majorité ou la quasi-totalité des constructeurs sont en mesure de vous faire un avant-projet complet avec des plans forcément en 2D, en 3D, des visuels extérieurs, parfois même de la visite virtuelle pour certains. Et pour que vous ayez cette possibilité de vous projeter en termes de projet, d'architecture. On est, je pense, aujourd'hui capable de faire à peu près tout ce qui est techniquement faisable. Et parce que ce n'est pas forcément simple, la maison elle n'existe pas, donc il faut appréhender les sens de circulation, l'ouverture des portes, la luminosité, les aménagements, etc., etc. Oui, alors c'est vrai que dans ce projet de construction, il y a une phase qui est prépondérante, c'est la personne que vous allez rencontrer. Vous allez rencontrer un technicien commercial qui, lui, est à votre écoute et qui va essayer de comprendre et traduire vos souhaits sur un papier et sur un plan. Et donc, moi, ce que je vous conseille, c'est d'être très transparent et vraiment d'expliquer votre façon de vivre, ce que vous attendez pour demain et pour dans 10 ans, parce que lui pourra traduire ce que vous souhaitez sur un plan. Et on voit qu'effectivement, il y a des évolutions ces derniers temps, principalement dues au télétravail. Il y a quelques années, on faisait peu de bureaux, de pièces bureaux. Aujourd'hui, tous les projets de construction ont des pièces bureaux. Mais ça, c'est parce que vous avez des vendeurs qui vous écoutent et ils vont le traduire sur des plans. Encore une fois, on fait tous, globalement, en tant que constructeur, maintenant des plans sur mesure. On part d'une base, bien évidemment, et on va la réadapter à vos souhaits et vos besoins d'aujourd'hui et de demain. Et Quentin, il y a aussi des normes techniques, on le voit sans doute ici au salon, mais ailleurs, avec des sigles un peu ésotériques, réglementation thermique 2012, réglementation thermique 2020. Comment ça fonctionne ? Alors là, on est en plein dans le sujet. C'est-à-dire que je vais essayer de faire très simple. Aujourd'hui, on est soumis à une réglementation thermique qui s'appelle la RT 2012. Donc,
encore actuellement, jusqu'à la fin d'année, on est régi par cette réglementation-là. À partir du 1er janvier 2022, donc qui arrive d'ici quelques mois, on change de réglementation, et d'ailleurs ce n'est même plus une réglementation thermique, on passe sur une réglementation environnementale. On appelle ça la RE 2020. Donc actuellement, bien sûr, il y a des normes qui sont à respecter. Dans la RT 2012, on a une certaine consommation à pas consommer par mètre carré par an. On a une superficie vitrée à respecter dans la maison, qui est 1/6 de la superficie habitable, qui doit être de la superficie vitrée. On a plein de choses dans la RT 2012, le BBio, le test de perméabilité à l'air, le DPE final. Donc ça, c'est la réglementation aujourd'hui qu'on maîtrise tous à 100%. Ça fait des années qu'elle est en place. On rentre dans une nouvelle ère. Donc je pense qu'aujourd'hui, tous les constructeurs sont prêts, puisque tous les dossiers qui ne seront pas déposés en permis de construire, alors ça, je le répète parce que c'est hyper important, tous les dossiers de construction, donc les dossiers que vous avez en cours actuellement, je le souhaite en tout cas, qui ne seront pas déposés en permis de construire avant la fin d'année, donc qui seront déposés forcément sur le début d'année, devront respecter la nouvelle réglementation environnementale 2020. Donc là, après, on ne va pas forcément en dire trop, parce que je pense que chaque constructeur est en train de faire sa sauce interne pour arriver à respecter cette réglementation. Mais en tout cas, je pense que la majorité d'entre nous, on est prêt et on sait déjà aujourd'hui construire une maison qui sera conforme à la future réglementation. Oui, vous travaillez avec des bureaux d'études qui vous donnent des préconisations sur les matériaux, l'orientation, l'énergie à employer. En fait, c'est un travail de partenariat avec eux. Oui, on a tous des bureaux d'études, c'est même une obligation. Et eux vont nous diriger et nous conseiller sur quelles sont les meilleures énergies à utiliser et qui seront conformes à cette nouvelle réglementation thermique dès le 1er janvier 2022. Oui, ça change parce que ça va décarboner la construction, c'est ça le truc. En fait, on va mesurer l'empreinte carbone des matériaux et des énergies pour pas que ça dépasse un certain niveau. Aussi. Ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Mais ça veut dire aussi que vous avez une maison qui va être très écologique, donc très économe à l'usage. Il y a un avantage pour les particuliers. C'est une maison qui est plus écologique, moins énergivore, et on continue à avancer dans ces réglementations, parce que là on parle de la RE 2020, mais qui sera suivie d'une RE 25 et 30. Donc voilà, tous les 5 ans globalement ça évolue pour arriver à avoir des maisons qui là à ce moment-là seront sans très peu de déperdition carbone et voilà. Et compte tenu de ces éléments-là, il y a des matériaux de prédilection employés. On a beaucoup parlé de l'émergence du bois avec ces nouvelles réglementations qui vont arriver. Alors, concrètement, la RE 2020, c'est une réglementation, comme l'a dit Fabien, qui est évolutive. On a une première étape qui arrive là en début d'année, il y en aura une deuxième en 2025 et une troisième en 2030. Je suis bien sûr pas là pour tirer une balle dans le pied dans le métier du bâtiment, c'est notre métier à tous ici. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, 20% des émissions de CO2 au niveau du planétaire, c'est le monde du bâtiment. Donc on a une vraie prise de conscience sur ces sujets-là, et c'est un petit peu l'introduction de la RE 2020. Pierre en a parlé rapidement. On commence à avoir des indicateurs qui n'étaient absolument pas regardés aujourd'hui, des IC construction. Alors là, on arrive dans des termes un peu techniques de bureau d'études, mais justement où ces indicateurs-là sont capables d'analyser le coût environnemental, on va l'appeler comme ça, sur un matériau, que ce soit pour l'acheminement et la fabrication de ce matériel-là, que ce soit dans l'utilisation et les performances de ce matériel-là, et ça va même jusqu'à la destruction et le recyclage de ces matériaux-là. Donc, pour répondre concrètement à ta question, Pierre, bien sûr qu'il y a des matériaux qui vont être favorisés, le biosourcé, le bois par exemple, même si le bois, on avait entendu parler en disant attention, RE 2020, ça va être du bois, du bois, du bois. Aujourd'hui, on est tout à fait en capacité de faire une maison traditionnelle conforme à la RE 2020. En 2025, on aura l'obligation d'arriver sur des matériaux biosourcés, alors peut-être pas à 100%, mais une partie. Aujourd'hui, la majorité des matériaux biosourcés, on a déjà beaucoup de mal à les avoir. Donc c'est déjà un vrai sujet. Et donc, c'est oui, pardon, Fabien.
excuse-moi, c'est vrai qu'après, il y a nous, les constructeurs, qui utilisons ces matériaux, puis derrière nous, on a toute la filière bâtiment et d'industriels qui, eux, travaillent sur ces matériaux, des entreprises comme Lafarge, qui sont en train de travailler très fortement sur le béton bas carbone, etc. Donc tous ces matériaux vont évoluer dans le temps pour arriver aux futurs critères de 2025-2030. Et ces maisons très écolo, elles seront agréables à vivre, confortables, jolies. Ça va changer quelque chose dans le mobilier? Est-ce que c'est quand même pour ça? En général, quand on fait construire, c'est parce qu'on veut du confort. Elles sont déjà très confortables, nos maisons. Hein. Elles sont déjà très confortables. Je ne pense pas qu'elles soient forcément plus confortables. En tous les cas, elles seront de moins en moins énergivores, ça c'est évident. Elles seront peut-être plus qualitatives en termes de qualité d'air aussi en intérieur. Et effectivement, dans le recyclage des matériaux et pour l'avenir de la planète, elles seront moins polluantes. Je me permets, Pierre, Non, il y a un sujet quand tu parles de confort dans les maisons. Ça fait des années qu'on connaît des réglementations thermiques, la RT 2005, avant celle qu'on connaît actuellement, la RT 2012. Et on a toujours pensé à avoir des maisons dans lesquelles on n'a pas froid. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a personne qui se plaint d'avoir des clients qui ont froid dans leur maison. Les maisons sont toutes bien isolées, elles sont toutes bien chauffées, il n'y a pas de problème. Une notion qui rentre en compte dans la RE 2020 et qui est assez nouvelle et qui, pour moi, est plus que pertinente, on commence réellement à parler de confort d'été. C'est-à-dire on vous a parlé rapidement des IC constructions, etc. Donc ça, c'est vraiment plutôt notre partie qui est vraiment la partie technique, comment on va concevoir les maisons. Et il y a un autre indicateur qui s'appelle le DH, qui s'appelle le degré-heure, qui rentre dans la réglementation environnementale 2020. Et concrètement, un moteur de calcul, donc un peu savant, je vous l'accorde, et qui est en plus basé sur la canicule de 2003. Donc on va réajuster tout ça. Mais le moteur de calcul va être en capacité, en fonction de la maison, la façon dont elle est orientée, les matériaux qui sont utilisés, le moteur de calcul va être capable de déterminer combien d'heures par an il va faire plus de 26 degrés à l'intérieur de la maison. Je ne sais pas si vous m'avez suivi, je vois que des gens froncent un peu les sourcils. Donc ce moteur de calcul-là, il est important puisque on a des seuils à respecter. C'est-à-dire que si on est en dessous de 350 heures par an, la maison est conforme, le petit bonhomme il a le sourire vert. Quand on est entre 350 et 1250 degrés heure, on est toujours dans la conformité, il n'y a pas de problème. Il faut savoir que c'est la majorité des maisons aujourd'hui. Et la petite différence, c'est que si on dépasse 1250 degrés heure, là tout simplement, on est non conforme à la réglementation environnementale. On est obligé d'avoir un système de refroidissement de la maison. Alors que ce soit du refroidissement actif avec une clim comme tout le monde connaît, ou un refroidissement passif, peu importe. Mais on doit trouver une solution pour refroidir la maison. On a la chance d'être dans des régions qui sont un petit peu moins impactées. La France est divisée en 6 ou 7 zones. Donc forcément, les zones du Nord sont un peu moins impactées dans le logiciel que si on construit dans le Var, par exemple. Et donc ça va assurer une maison confortable en été. C'est de l'architecture bioclimatique, des protections solaires, etc., etc. Exactement. Je pense qu'il fait de plus en plus chaud, le réchauffement climatique, on en a parlé, c'est des vrais sujets écologiques aujourd'hui. Et le fait d'avoir, en tout cas, intégré cette notion de confort d'été, qui est une nouvelle notion, en tout cas dans la construction de maisons individuelles, c'est un sujet. Et aujourd'hui, on est obligé, on a l'obligation d'être conforme au niveau du degré heure, donc obligatoirement de concevoir une maison qui sera plus confortable à vivre et toujours aussi économique, bien sûr, l'hiver, parce que les normes de la RT12 ont été encore renforcées, donc les maisons seront toujours plus performantes, toujours plus économiques, et en plus de ça, on doit intégrer cette notion de confort d'été pour qu'elle soit confortable l'été et l'hiver. Merci. Alors, on a vu ces aspects techniques, juridiques. On a choisi la maison. Comment on fait maintenant? Ça se matérialise comment? On va signer un contrat? Oui. Donc effectivement, vous avez choisi un terrain. Il a été enquêté par un constructeur. On vous a donné ses coûts. Vous avez défini avec ce constructeur et un vendeur un modèle qui vous plaît. Et bien à ce moment-là, effectivement, on va vous proposer de signer un contrat de construction de maison individuelle.
Et ses caractéristiques, c'est quoi ce contrat? Alors le CCMI, c'est un contrat c'est le contrat qui vous couvre le plus en termes de garantie qui existe actuellement. Vous avez une garantie de livraison, garantie d'achèvement, de parfait achèvement, garantie de remboursement d'acompte si le constructeur prend un acompte. Pardonnez-moi Fabien, mais garantie de livraison, c'est-à-dire que je suis sûr d'avoir ma maison? Ça veut dire que quoi qu'il se passe, même si le constructeur est défaillant, le garant est dans l'obligation de vous trouver un constructeur qui puisse finir votre maison et dans le prix convenu surtout. Oui, dans les mêmes délais et au prix convenu. Dans les mêmes délais et au prix convenu. Oui. Donc oui, c'est extrêmement protecteur. Aujourd'hui, il n'y a pas de contrat de construction qui existe qui soit plus protecteur que celui-ci. Et il y a d'autres contrats qui existent aussi. C'est vrai que c'est moins votre partie, vous êtes constructeur. Mais Non, mais c'est super important. Et à chaque fois qu'on fait une intervention avec Pierre, moi, j'essaye encore une fois d'être très précis sur ce point-là. On a tous en tête des émissions de télé, on a vu des gens se retrouver avec des maisons qui sont à moitié démarrées, où c'est la panade complète, le gars il a disparu, enfin, on n'y arrive plus. Les choses soient très claires. Si vous signez un contrat de construction de maison individuelle, ce qui est notre métier avec Fabien, et il y en a d'autres également bien sûr sur la place, ça ne peut pas arriver. Vous signez avec un maître d'œuvre, avec tous les gens qui sont susceptibles techniquement de construire une maison, je ne tiens pas le même discours. Le contrat de construction, c'est un contrat qui est encadré. Comme l'a dit Fabien, c'est une notion importante. On a des garants, c'est-à-dire que sur chaque chantier aujourd'hui qu'on démarre, forcément, aujourd'hui, on paye une assurance, on paye un garant. C'est-à-dire que monsieur et madame Dupont qui vont venir faire construire avec moi, avec Fabien ou avec un autre constructeur de maisons individuelles, le garant va nous sortir une attestation, une garantie de livraison. C'est comme ça que ça s'appelle, on appelle ça la GL dans le milieu. C'est-à-dire que le garant s'engage, en cas de défaillance du constructeur que vous aurez choisi, à terminer le chantier dans les prestations qui sont convenues sur votre notice descriptive, qui est un document qui était obligatoire dans la signature d'un contrat de construction de maison individuelle. Donc, dans ces prestations-là, au tarif qui est indiqué sur votre contrat de construction et dans le délai qui est compris sur le contrat également. Donc, autant dire, peu importe le choix que vous faites, le contrat CCMI, c'est la sécurité en tant que particulier pour faire un projet de construction. Ça, c'est sûr à 100%, il n'y a pas de débat. Et vous avez cette protection-là. Et sans compter que ce CCMI, ce contrat, il est même plébiscité par les organismes financiers. Il est beaucoup plus simple de trouver un financement pour votre opération si vous annoncez un constructeur qui fait un contrat de construction de maison individuelle plutôt qu'une entreprise générale de bâtiment où là, effectivement, vous avez des banquiers qui ne financeront pas l'opération parce qu'ils considèrent que le risque est trop grand pour vous. Ce qui est important dans, par exemple, un contractant général, vous avez des cas, par exemple, ça nous arrive de temps en temps, malheureusement, dans le monde qu'on vit aujourd'hui. Le fabricant de menuiserie, par exemple, je donne un exemple, livre toutes les menuiseries sur votre chantier. Malheureusement, dans la nuit, les menuiseries sont dérobées. Mauvaise nouvelle. Que vous soyez avec un maître d'œuvre, avec un contractant général, peu importe, vous allez refaire un chèque. C'est systématique, on n'a plus de menuiserie, il faut les recommander. Il n'y a pas de prix qui est ferme et définitif. Avec un constructeur, ça ne doit même pas être dans votre tête. C'est-à-dire que malheureusement, pour nous, pour le coup, s'il se passe quoi que ce soit sur le chantier, c'est notre problème. Nous, ce qu'on vous doit, c'est la maison, aux prestations, au prix, dans le délai. Terminé. Et ça va jusqu'aux fondations. Par exemple, j'ai signé mon contrat, puis on s'aperçoit qu'il faut des fondations renforcées. Bien sûr. À partir du moment, les choses vont être très simples. À partir du moment où vous avez reçu votre recommandé chez vous, ça veut dire que le constructeur a accepté la commande. À partir du moment où le constructeur a accepté la commande, vous êtes tranquille jusqu'à la livraison de votre maison. Vous savez que vous l'aurez dans les conditions qu'on a énumérées juste avant. Bon, le constructeur s'occupe de tout, mais si moi j'ai envie de poser mes carrelages, je peux le faire? Alors, il y a un niveau de... Certaines prestations peuvent être effectivement enlevées dans un projet de construction. Dans tous les cas, on se doit, nous, de vous chiffrer ces prestations que vous avez enlevées et qui rendent l'inhabitabilité de la maison. Voilà, le revêtement de sol est une prestation, le client souhaite se les conserver, mais nous, constructeurs,
on se doit de vous dire si nous on le fait, ça vous coûtera tant. Et d'ailleurs, on vous demande d'assurer le financement de cette prestation. Donc, toute prestation qui rend l'inhabitabilité de la maison devra être chiffrée par le constructeur. Et on peut visiter le chantier aussi quand on travaille avec un constructeur, puisqu'il s'occupe de tout. Donc, C'est plutôt notre plus grand plaisir. Voilà, on aime bien montrer ce que l'on sait faire. Et effectivement, bien sûr, à la demande du client, si vous souhaitez visiter une maison en chantier, c'est avec grand plaisir, on vous y emmène. On vous y emmène, c'est très important, Voilà. parce qu'il ne faut pas y aller tout seul. Une maison, c'est un chantier et c'est dangereux. Donc, on vous emmène voir un chantier. D'ailleurs, c'est l'occasion de préciser que pendant le chantier, le constructeur a la garde juridique. Vous êtes propriétaire, mais comme c'est lui qui est la garde juridique, il faut son accord pour aller sur le chantier. Alors j'imagine que ça se négocie sans difficulté. Hein. Bien sûr, comme le dit Fabien, nous, c'est un plaisir de pouvoir emmener nos clients voir leur maison, parce que c'est leur maison, même si en effet, la petite nuance est importante. C'est pas qu'on veut pas que les clients aillent voir les chantiers, c'est que s'il se passe quelque chose sur le chantier, c'est la responsabilité du constructeur, juridiquement parlant. C'est pour ça qu'on essaye d'encadrer les choses, on vous emmène sur votre chantier. Alors bien sûr, il y a des rendez-vous qui sont obligatoires concernant les appels de fonds, etc. Mais au-delà de ça, c'est un plaisir quand un conducteur de travaux peut emmener ses clients sur le chantier et voir l'avancement. Ça se passe toujours très bien. Mais n'y allez surtout pas seul, parce qu'encore une fois, en cas d'accident, ça nous coûte très cher. La maison est terminée, on a des garanties après livraison. Vous avez un SAV, il y a des garanties légales. Alors bien sûr, Fabien en a parlé un petit peu tout à l'heure. Un des gros avantages du contrat de construction de maison individuelle, c'est l'assurance dommage ouvrage, qui est une assurance qui est obligatoire dans le CCMI. Pour simplifier encore une fois un peu les choses de ce que c'est qu'une dommage ouvrage, la dommage ouvrage, c'est un petit peu l'assurance des assurances. C'est-à-dire que quand on a un dommage, un sinistre sur une maison, malheureusement, ça peut arriver. On a horreur des choses où ça va se renvoyer la balle, c'est pas le maçon, c'est le menuisier, c'est pas le menuisier, c'est le plaquiste, l'isolation. Donc forcément, pour un particulier, c'est très compliqué de faire la part des choses. L'assurance dommage ouvrage, pour faire simple, elle indemnise, elle remplace, elle gère le sinistre, et après, c'est le boulot de l'assurance dommage ouvrage d'aller faire la recherche de responsabilité vis-à-vis des assurances décennales des différentes entreprises. Mais tout ça, encore une fois, pour simplifier la vie du particulier, pour pas que ce soit compliqué en cas de problème. Alors, la dernière question avant de laisser le micro au public, une question pour vous deux. Ça coûte cher de faire construire? On peut donner des éléments de prix C'est très compliqué de donner un prix comme ça. Le prix d'une maison est en fonction des prestations que vous souhaitez. C'est sûr qu'une maison sur sous-sol n'aura pas le même prix qu'une maison sur vide sanitaire. Une maison avec du marbre au sol n'aura pas le même prix qu'une maison avec du carrelage. Donc c'est un peu compliqué, mais on peut considérer que on va démarrer à minima sur des prix de 1000 à 1200 € du mètre carré, et puis après, il n'y a pas de limite en fonction des prestations que vous souhaitez. Quentin, vous confirmez? Je rejoins Fabien, c'est super important les prestations dans une maison, que ce soit le système de chauffage, que ce soit en effet, comme disait Fabien, le carrelage, le type de toiture. C'est sûr que quand on fait une toiture avec ce qu'on appelle une tuile 10 au mètre carré, donc comme son nom l'indique, il y a 10 tuiles au mètre carré. Quand on est dans une zone avec des impositions où il nous en faut 68 au mètre carré, forcément, ça ne coûte pas le même prix. Donc bien sûr, ça dépend beaucoup des prestations de la maison. Je rejoins Fabien, alors sur des pleins pieds, parfois on est capable d'être un peu moins cher que ça. Encore une fois, ça dépend des prestations. Dès qu'on est sur des modèles en R plus comble, en R plus 1, voilà, on va entre 1200, je rejoins Fabien sur ce sujet-là, et parfois on monte sur des prestations plutôt haut de gamme, sur du 1005, 1006, 1007, 1008 le mètre carré, quand vraiment on est sur de la prestation poussée. Mais 1008 le mètre carré, ça veut dire que pour 100 mètres carrés, j'ai une maison à 180 000 €. Il n'y a pas beaucoup de studios à Paris qui coûtent ce prix-là. On est bien d'accord, ça me fait plaisir qu'on le souligne. Et aujourd'hui, c'est une vraie évolution dans notre métier. Je ne vais pas dire que le Covid nous a fait du bien, parce qu'on a vécu à peu près la même chose que tout le monde dans la salle. Mais en tout cas, ça a mis un petit peu de facilité dans notre métier à partir du moment où les gens ont cette capacité de s'éloigner un petit peu de Paris
Parce que forcément, aujourd'hui, ce qui est compliqué à trouver, et si la majorité d'entre vous ont des projets de construction, je pense que vous n'allez pas me contredire, c'est le foncier. Trouver du terrain, c'est compliqué. C'est pour ça qu'on est là pour vous accompagner. Mais arriver à s'éloigner un petit peu de Paris, en effet, à 180 000, déjà trouver un studio à Paris, ça devient compliqué. Aujourd'hui, on est en train de parler d'une maison de 100 mètres carrés avec un jardin. On n'est pas du tout dans les mêmes proportions. Merci.